Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est chez H, si tu ne me connais pas. Je suis là pour te présenter ce jeu que j'attendais depuis un petit moment. Je t'en parle depuis des semaines et des semaines. Le fameux Vachetta, je disais Vachetta, mais on dit Vaqueta. Le fameux Il Naibi de Giovanni Vaqueta qui a été créé en 1893. Là, dans une édition de Il Minighello, dans une boîte très reconnaissable. Et je l'ai reçu hier, je l'ai récupéré chez mes parents hier samedi. Et j'ai passé ma journée de dimanche enfin une partie de ma journée du dimanche à l'explorer, à faire des recherches. J'ai pris plein de petites notes. Et je te parle de ce tarot extraordinaire qui m'a... Waouh. Dans la suite de cette vidéo. À tout de suite. Donc on est sur un tarot réédité par la maison Minighello. Donc on a cette boîte reconnaissable avec ce seau magnifique. Franchement, ce sont des jeux de collection. J'en ai un qui est le tarot néoclassique, je crois. Le tarot classique ou néoclassique. J'en avais un que j'ai revendu. Non mais je l'ai revendu parce que je l'utilisais pas et je sais pas si je l'ai un jour. Est-ce que je vais réutiliser? J'en sais rien. Mais celui-là, j'ai clairement l'intention de l'utiliser. Avant de commencer, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Je pense un petit moment puisque j'ai beaucoup de choses à te dire, mais je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc on a une boîte comme ça avec la carte du monde dessus. Donc la carte du monde, elle est superbe. On remarque tout de suite que dans cette carte du monde, il a inversé, Giovanni a inversé le lion et le taureau, voilà, qui est plutôt à gauche, le taureau. Et on a ici les saisons, donc l'été, l'automne, le printemps et l'hiver. On a, voilà, c'est une superbe carte, très belle. Franchement, très bon choix pour le dessus de la boîte. Donc c'est moi j'ai la version numérotée 1563 sur 2000, qu'il a été créé à Milan par Giovanni Vaqueta en 1893 et réédité à Milan en 2020. On a des cartes très reconnaissables, hein, très épaisses, dans un carton vraiment super, avec des cartes qui chantent, avec un tarotage. J'adore. Franchement, si un jour, j'aimerais bien pouvoir éditer des jeux un jour dans un cardstock pareil, franchement. Et on est sur un tarot de Marseille. On est sur un tarot de Marseille. Et d'abord, je voulais te parler avant de commencer du contexte de qui est Giovanni Vaqueta et dans quel contexte en fait il a créé son tarot. Donc Giovanni Vaqueta est un homme qui est né en 1863, il est mort en 1940. Donc voilà, il a quand même vécu beaucoup de choses parce que de 1893 1863, on est en France à l'époque napoléonienne. Je connais pas trop l'histoire de l'Italie malheureusement. Et 1940, on est début de la deuxième guerre mondiale, quoi, hein. Donc voilà, il a dû vivre pas mal de changements assez marquants dans l'histoire, que ce soit historiquement parlant, politiquement parlant, puis même vestimentairement parlant. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ils ont connu la révolution industrielle et ça allait très vite. Et à cette époque-là, en fait, on est dans une époque de, euh, de grande unification, en fait. L'Italie jusqu'alors était un pays avec plusieurs États fragmentés. Et là, alors, j'ai pas fait vraiment de recherche dessus,
Mais ce que je comprends en fait, et ce que moi j'avais compris de l'Italie, c'est que c'est un pays avec plusieurs royaumes, plusieurs États, on va dire. Euh, et donc, ils se sont réunifiés pour pouvoir créer une république. Je ne sais même pas si c'est une république qu'ils vont créer. Je t'avoue que j'ai pas fait de recherche, j'aurais pu pousser un petit peu plus dessus. Et c'est dans ce contexte historique-là que Giovanni Vacchetta, qui est alors professeur, historien, c'est ça. Il se dit aussi, tu vas voir, designer. Enfin, on le dit designer, mais il se dit dans les cartes, il a marqué sculpteur, dessinateur et peintre. Et il est professeur à l'école, à l'Académie Albertina, qui est une école artistique à Turin. Donc il vit à Turin, hein, Giovanni Vacchetta. On n'a pas d'image de lui, on a très peu de documents sur lui, c'est vraiment dommage. Mais par contre, il nous a laissé ce magnifique tarot. Et donc, c'est un professeur qui a une approche euh, qui aime, enfin qui dessine des architectures, qui dessine des décorations, des ornements, qui est influencé à cette époque-là. On est sur l'influence en Italie de l'Art Nouveau, mais aussi du néoclassicisme, mais aussi euh, de l'ésotérisme un peu, hein, puisque si il a créé un tarot de Marseille, et on le verra d'ailleurs, il s'y connaît un petit peu dans les écrits ésotériques. À cette époque-là, on va dire en 1893, on est aux alentours du début de la Golden Dawn en Angleterre, euh, de, euh, de la théosophie aussi en Europe. Donc voilà, il y a pas mal de choses ésotériques, enfin pas mal de loges ésotériques qui sont en place, d'études ésotériques qui sont en place. On a eu la vague de spiritisme aussi en Europe. Voilà, donc on est vraiment dans une redécouverte spirituelle un petit peu. On a la royauté qui a été... oui, la royauté, pardon, et l'Église qui ont été balayées en France. Et donc, toutes ces influences-là se sont un petit peu propagées en Europe et on verra aussi quelles sont les idées de Giovanni Vacchetta dans ce tarot et comment il voit tout ça. Je trouve que c'est un tarot qui est très civilisationnel, qui est très politique et je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite, hein, blabla, je blablate depuis 8 minutes avec la carte du mât. Donc on a un mât qui se dirige vers son passé, il a l'air assez perdu, il a l'air assez paumé. Et il a la capuche là, avec les oreilles d'âne. Euh, bon, les oreilles d'âne, les oreilles du fou. Donc c'est un fou, hein, il a son baluchon, il a son bâton. Et puis on a un tigre. Alors on n'a pas un chien, mais on a un tigre. Et pourquoi on a un tigre? Parce que à cette époque-là, les tigres dans l'Art Nouveau, c'était l'influence de l'Art Nouveau et aussi beaucoup l'influence de l'Orient. Donc ils aimaient dessiner des bêtes sauvages, un peu exotiques comme ça. Et le tigre représente vraiment la force instinctive euh, de, euh, du fou. Donc là, ce fou-là, on voit on dirait qu'il quitte un petit peu son statut de fou et qu'il décide de se barrer, quoi. Il en a marre de la société actuelle, il en a marre de faire le fou du roi. Il faut savoir que le fou du roi, c'était un petit peu celui qui disait la vérité, il était proche du roi, il connaissait tous les secrets de la cour, et les fous avaient le droit de dire la vérité, avaient le droit d'être satiriques, et étaient les seuls à ne pas être punis. Donc peut-être que la société dans laquelle il vivait l'a saoulé et il a envie d'aller vers d'autres horizons en suivant son instinct. La carte du battleur Bagat. On a un battleur ici très renaissance-ish, très renaissance dans son habillement et tout.
Il a son bagage là, un peu comme le fou. Peut-être que c'est le fou là qui devient par la suite le battleur. De toute façon, le voyage du fou, le fou devient battleur, hein. Et on a sur cette boîte un peu magique de prestidigitateur, on dirait. Euh, Parce que c'est un trickster, hein, c'est un petit filou, hein, le magicien là. Il joue à des jeux avec les tasses là et les boules. Et on a des animaux. On voit aussi qu'il y a une part ésotérique. En fait, c'est celui qui ici, on pourrait dire que ce magicien-là, ce battleur-là, a une puissance et il arrive à diriger un peu les puissances de ce monde. Tu vois, on a un dragon, on a un caïman, un crocodile. Un crocodile ou un lézard? Ah, je croyais que c'était un crocodile. En fait, c'est un lézard. C'est un lézard. On a un serpent, on a une espèce d'étoile filante, je ne sais pas comment dire. Donc on a un peu les animaux imaginaires. Ça fait très référence à, à cette époque-là, hein, où beaucoup, il y a une résurgence médiévale et antique aussi, et classique dans l'art nouveau. Voilà, la papesse. Elle a un livre ouvert, elle a des petits anges avec 6 ailes. Alors, j'ai fait des recherches et en fait, ces petits anges avec 6 ailes, ce sont des séraphins en fait. Les séraphins ont 6 ailes, pourquoi 2 pour couvrir leurs yeux, 2 pour couvrir leurs pieds et 2 pour voler. Donc ce sont des séraphins. Les séraphins sont proches du divin. C'est une papesse, hein. Elle a une couronne de papesse. Elle est très majestueuse. Elle montre un livre. Elle est sur un trône très ornementé. Après, Giovanni Vacchetta aime dessiner de l'architecture. Il aime l'art décoratif. Il dessine beaucoup des ornements, des décorations. Et on voit qu'il a particulièrement orné finement son jeu, avec beaucoup de finesse et beaucoup de raffinement. Et les couleurs qu'a mis Menighello sur son jeu sont fabuleuses. Donc on a ces 2 colonnes autour d'elle. Donc elle est proche du divin. Voilà. Je vais essayer d'aller vite, hein, parce que je suis capable de rester 10 minutes sur chaque carte. La carte de l'impératrice. Donc on a notre impératrice qui est très... tu vois, on a les influences orientales là, avec les coussins brodés. On dirait elle a une coiffe un peu orientale, je trouve. Non? Elle est magnifique cette carte. Elles sont toutes magnifiques ces cartes. L'empereur, qui a le portrait de sa dulcinée là, je pense, avec un beau trône aussi, qui fait un peu la gueule, hein. Il a l'air un peu saoulé, notre empereur. Il regarde le passé. Le hiérophante, c'est intéressant en fait. Il n'a pas appelé cette carte le pape, mais il a appelé le hiérophante qui fait référence aux prêtres de l'Antiquité. Donc on a une résurgence de l'Antiquité, hein. On est à Rome, hein. On est à Rome, on est en Italie. L'Italie, c'est l'Italie antique, tu connais, hein. Et donc c'est intéressant parce que on voit là qu'il connaît les classiques de l'ésotérisme, parce que la première personne qui prend le nom de l'hiérophant pour la carte du pape, c'est Cour de Gébelin, je crois. Cour de Gébelin, j'ai pris des notes, mais je sais plus. Je crois que c'est Cour de Gébelin. Et il a réutilisé ce nom
Cours de Gébelin ou Étéa? Je sais plus, mais je crois que c'est Cours de Gébelin. Cours de Gébelin, pour en venir un peu à l'histoire du tarot, le tarot a été créé, n'importe quoi. Il y a eu une résurgence du tarot avec Étéa, avec qu'on connaît, hein, avec Cours de Gébelin, qui a écrit Le Monde primitif en 1780. C'est ça, 1780 de mémoire. Et puis tu as Étéa qui a eu connaissance, hein, du tarot, mais qui a créé son tarot à lui en 1700, son fameux tarot qu'on connaît, avec sa propre vision à lui en 1760. Donc il était forcément au courant. S'il a écrit le hiérophant sur cette carte, il était forcément au courant des écrits. Et on a la tour Trajan derrière, qui est un empereur, Trajan, un empereur italien, romain. La carte de l'amour, amore, avec mon accent italien. Pas la carte des amoureux, et on a le mot douce. Comment j'ai traduit ça? J'ai traduit ça comme travail doux. Non, c'est pas travail agréable. Non, c'est pas ça. Tourmente. Attends. Douce tourmente. Douce tourmente. Voilà. Et en fait, c'est pas une carte qui est une carte de choix comme dans le tarot de Marseille. On est plutôt sur une carte d'expérience de l'amour, et que tu vois, on a un cœur percé, et que l'amour fait mal aussi, et que la douleur de l'amour fait grandir, et elle permet d'avancer dans la vie et d'acquérir de l'expérience, quoi. On a ce pouti là, avec les yeux bandés, comme les tarots de Marseille de type 1, et on a ces deux pigeons qui sont en train de roucouler. C'est mignon. Donc on a vraiment une carte ici d'expérience, et c'est pour ça que je te disais que c'était un tarot civilisationnel, parce que on a aussi beaucoup de scènes de vie, et c'est plutôt, comment dire, une vision de la vie idéale de Giovanni Vacchetta. Comme on est dans une réunification de l'Italie, c'est c'est un jeu très politique, c'est comment il voit en fait l'Italie réunifiée, à quoi elle pourrait ressembler dans l'idéal, en fait, dans son idéal à lui. Donc c'est la vie du peuple, la vie de la bourgeoisie, de la classe politique. Là, dans cette carte, c'est très bien illustré dans cette carte du chariot, où on a un personnage qui me fait penser à Jules César, qui est sur un trône avec des roues, et on voit avec une posture là très conquérante. Et tu vois, il n'a pas la lune et le soleil sur l'épaule, donc on est loin de l'ésotérisme dans ce jeu. On est vraiment sur l'image de la grande Italie à l'époque de l'Antiquité, qui avait conquis toute l'Europe, tout l'Orient, toute l'Afrique, et on est dans cet esprit-là de réunification de l'Italie, et rendre la grandeur à l'Italie. C'est une gloire à l'Italie antique, et c'est une mémoire aussi de cette Italie perdue, qui veut peut-être faire ressurgir, qui veut peut-être faire revivre, et dans son idéal, il l'exprime à travers son tarot. On a la justice, donc on a une justice très droite, la loi, la rigueur, la droiture de l'ordre, de l'ordre des lois, et du respect des lois ici. Et c'est très républicain, c'est très
on sait que la Rome antique a été une république. Non, c'est pas la Rome qui a été une république, c'est la Grèce. Je sais plus, je connais plus mon histoire. Donc voilà, on est dans cette notion de nation droite qui suit les lois, qui a de la rigueur, qui a de la discipline. Tu vois, elle tient son épée très droite, elle a un air un peu hautain, comme ça, un peu dédaigneux, je trouve. Toujours majestueusement dessinées, hein, et ornées, hein, les cartes. On voit derrière qu'elle est dans un palais, comme on peut en voir en Italie, plein partout en marbre. C'est du marbre, ça. Il a hyper bien dessiné le marbre. L'ermite, donc là on est dans l'Italie profonde et des campagnes. On a ce vieux monsieur plein d'expérience qui lit un livre et qui a sa torche, il est assis, tu vois, il est à l'ombre du vent, à l'ombre du soleil, et qui suit son chemin et qui fait une pause pour bouquiner. Il a sa canne, d'ailleurs. Il chemine, notre empereur, notre ermite, c'est vraiment le sage, celui qui est plein d'expérience et qui guide et qui montre le chemin. Il montre le chemin avec sa lampe. La carte de la fortune. Alors cette carte... Pardon, je bois un coup. Cette carte, elle n'est pas trop belle, ma tasse. Je l'ai achetée hier. Je l'aime trop. Je suis une fan de tasses. Avis à... Il y a une tasse que je vais acheter bientôt, là. Chez Na Dupré. J'ai hâte. J'espère qu'elle va la ressortir bientôt, cette fameuse tasse que je voudrais avoir. Mais je vais contacter Meggy si tu regardes cette vidéo. Qui fait des magnifiques tasses. J'adore son travail. Tout ce qui est artisanal et tout, j'adore. Bref, la fortuna. On a cette roue là. La roue du destin qui a des ailes. Donc, elle a des ailes, ce qui montre que elle est imprévisible, cette roue du destin. Et qu'elle donne autant elle est aveugle. Elle donne autant la fortune qu'elle donne la mort. Tu vois, on est vraiment dans le jeu de la vie, là. Ouais. On a un lapin. Pourquoi un lapin? Il y a tellement de choses à voir. Et là, tu vois, j'ai ramené plein d'explications, mais il y en aurait peut-être d'autres à apporter. Toujours plus. Toujours plus. On a toujours ces beaux rubans, là. Il adore le travail des rubans. C'est un travail graphique très, très précis, hein, de dessiner des rubans qui s'entremêlent, qui volent et tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire sur Giovanni, puisque j'ai pris plein de notes. Oui, donc Giovanni, comme tu le vois dans les cartes, il a une vision très éducative qui reflète les aspirations de la classe bourgeoise, hein, dont il fait partie, bien entendu, qui marie l'art, la morale, un peu d'ésotérisme, hein, on a vu. Il y a quand même beaucoup de symboles, hein, dans son jeu. Beaucoup de symboles. Donc, Vaqueta est un humaniste. C'est un humaniste, c'est pas un ésotériste, pardon, je vais y arriver. Et l'art est pour lui un moyen de transmettre des valeurs culturelles, des morales, une esthétique, et comme je l'ai dit, une morale civilisationnelle pour lui à travers ce jeu. On a encore l'ordre avec la carte de la force, l'autorité. Tu vois, elle dit au lion, on a l'impression qu'elle dit au lion, bouge pas. Elle tient la colonne droite. On a cette force qui ressemble au tarot italien.
Et oui, c'est aussi inspiré des tarots italiens, faut pas oublier, c'est un Italien, Giovanni Vacchetta, et il a fait un mariage savant entre le tarot de Marseille et les tarots anciens italiens. La carte du pendu, j'aime beaucoup cette carte du pendu. Pourquoi? Parce que ici, on a, je vais me dépêcher, ça fait 25 minutes que je parle déjà. On a un jeune homme qui, on a l'impression qu'il pose. Il est dans une posture très élégante. Il n'a pas l'air du tout dérangé, bien au contraire, il attend sagement, tranquillement. Et là, on est sur la carte de la patience. Il a attaché avec un joli ruban et tu vois, très... tu sais, tu pourrais la retourner, la carte. Il a la posture un petit peu de Jésus sur la croix, tu trouves pas? Là, je viens de me rendre compte. Juste, il a à tendre les bras, tu vois, comment il est posé. Ouais, la patience, la pureté. On a une jolie colonne, là. On a toujours cette colonne très antique. Et puis, le désert aride derrière, donc tu sens que c'est pas un garçon du peuple, quoi. C'est un garçon de la noblesse, hein, qu'on a suspendu là. Alors, ça m'a fait penser un petit peu à... Qu'est-ce que ça veut dire, l'impeso, le pendu? J'ai pas cherché exactement si c'est la traduction. Ça m'a fait penser un petit peu au jeune héros là, qui est suspendu patiemment et qui attend patiemment son sort et qui est digne et résigné dans son sort. Et il y a aussi quelque chose d'un peu érotique dans cette carte, un peu de sensuel dans cette carte, je trouve, avec la grâce du corps. On a des joues roses comme ça. C'est un jeune homme, mais on dirait, on pourrait très bien penser que c'est une femme, hein. Il a des courbes comme ça. Peut-être que c'est un jeu érotique et puis il attend sagement qu'on le mange. Enfin, qu'on le mange. Tu m'as compris avec ce qui se passe en ce moment, avec les dossiers, là. Je te parle pas de manger de la chair. J'ai fait un tremplin, là, avec notre histoire actuelle, qui est folle d'ailleurs. Elle est folle, cette histoire. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. La carte de la mort, on voit vraiment que il n'aimait pas trop la religion, ce monsieur. Pourquoi je dis ça? Parce que il n'a pas dessiné la carte du pape, il a dessiné un hiérophant. Il a mis, bien qu'il ressemble à un pape. Mais là, on a une petite notion de révolution. Là, on a des couronnes, on a des casques papaux. On a des casques antiques, on a une hache. Voilà, on fait table rase du passé, on fait table rase de l'histoire passée et on recommence sur des nouvelles choses. D'où cette histoire contemporaine de la création de ce tarot qui est la réunification italienne. Tempérance. Bon, il n'y a rien à rajouter de plus. C'est une carte de tempérance qui ressemble beaucoup à la carte de tempérance des tarots italiens classiques, hein, où elle renverse du vin. La carte du diable. Elle est intéressante, cette carte, parce qu'on a une créature un peu mythique, un mélange d'homme, d'humain, d'une bête bizarre. Une créature fantastique, mythique. Et puis, ce diable est assis dans une bouche. Une bouche avec des dents humaines, avec un visage mi-humain, mi-bête. C'est un peu une carte grotesque. Enfin, j'ai fait un peu des recherches, mais apparemment, au Moyen-Âge, l'enfer était souvent représenté par une bouche ouverte. L'enfer qui mange les hommes.
est-ce que finalement ce diable-là serait pas le côté sombre de l'homme qui est avalé par l'enfer? L'enfer aussi, c'est une notion très catholique. Hein. Est-ce que ce serait pas pour se foutre de la gueule un petit peu des dogmes religieux, de représenter la gueule de l'enfer comme un personnage grotesque comme ça qui fait rire, avec un gros nez. Et puis le grotesque aussi était beaucoup utilisé dans l'art de la Renaissance aussi. Et l'art médiéval aussi, hein. On a tous ces personnages un peu drôles dans l'art médiéval qui étaient là, illustrés pour se moquer un petit peu de la société et des dogmes et tout. Donc là, est-ce que il n'a pas dessiné cette carte pour se moquer un petit peu des dogmes religieux qui, en dessinant cet enfer avec une drôle de tête. Et puis l'ambivalence, l'ambiguïté, la noirceur de l'humain, avec son côté instinctif, très animal. Regarde, il a des seins. Voilà. Il a une fourche à deux branches, c'est intéressant ça. La tour, on a une tour très catastrophique ici, avec des personnages qui meurent, quoi. Il y en a un qui est empalé, c'est quand même assez terrible, hein. Cette vengeance divine. On a la foudre qui vient du ciel, et lui qui est écrasé par une brique là, énorme. Et on a ici un taureau. Alors, il faut savoir que les armoiries de Turin représentent un taureau, et que Vaqueta veut dire, je crois, travailleur de cuir, vachette. Est-ce que c'est lui, son corps? Est-ce que c'est comment dire, Turin tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui, qui est frappé par la foudre divine pour reconstruire quelque chose derrière, comme dans un contexte de réunification d'Italie, hein, je te disais. Ce serait intéressant à creuser. La carte de l'étoile, je vais aller vite, hein, purée. La carte de l'étoile, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Rien. Elle est magnifique cette carte. On a la lune et le soleil intéressants qui sont représentés par Diane, la déesse de la lune, et Apollon, le dieu du soleil, qui sont frères et sœurs. Donc c'est intéressant. On a aussi, ici encore cette résurgence du classicisme et de l'antique, de l'ordre peut-être antique et des valeurs antiques, et aussi de la grandeur en fait, de la grandeur que représentait dans l'imaginaire et que représente encore dans l'imaginaire des Européens. Je ne sais pas comment terminer ma phrase. Tu m'as compris. Donc on a Apollon qui brille, hein, qui joue du violon là, avec la récolte. Et puis on a Artémis qui va fouiller dans les ombres. On a le crabe là du cancer. Donc là on a un petit clin d'œil à l'astrologie. C'est intéressant. Donc notre bon vieux Giovanni s'y connaît en ésotérisme. On a la carte du jugement, classique, hein. Classique mais magnifique. Et la carte du monde que je t'ai présentée tout à l'heure, comme sur la boîte. Ensuite, on a l'as de bâton. L'as de bâton avec le hocher là, hein, on dirait un hocher de fou avec des grelots, ding, ding, ding. Le roi un peu je sais plus ce que j'allais dire. Bref, je passe.
On a ce petit garçon là qui brandit 2 flambeaux. Donc en fait, on a la conquête ici. Euh, tu sais, c'est comme s'il accueillait les bateaux, le petit garçon, comme s'il accueillait une fête, il préparait une festivité. On a le fou, hein, j'ai parlé de l'image du fou hein, tout à l'heure. Euh, c'est intéressant qu'il soit un as de bâton à creuser, ce fou. On a cette notion de liberté, j'ai envie de dire. La liberté que représente le fou avec l'as de bâton, le début de la liberté. Le début d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle énergie avec les bâtons. Donc là, on a le sceptre de Neptune et on a des rames. Donc ça fait peut-être référence à la conquête maritime. On sait que au temps des empereurs, ils bravaient l'eau de la Méditerranée pour aller conquérir d'autres territoires. Ça se trouve, ils sont arrivés jusqu'en Amérique. Hein. Et comme l'histoire qu'on nous raconte est fausse, ça se trouve même l'histoire de l'Italie est fausse. En tout cas, les dates sont peut-être pas les bonnes. Bon, ça c'est pour notre vidéo. Là, quand je te dis ça, je te parle d'une théorie qui s'appelle le récentisme. Je ne sais pas si tu connais, où on dit que le Moyen-Âge n'a pas existé, que les dates ont été un petit peu... les dates de l'histoire ont été un petit peu arrangées, parce qu'on sait que c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire, bien entendu. Et l'histoire a été modifiée pour nous faire croire des choses. Enfin bon, bref. Le 4 de bâton, on a cette notion-là de fête, avec... on va bien manger, des fruits et tout, avec la faux en dessous. Le 5 de bâton, on a ces petits encore, et on a les bâtons qui sont très rangés. Donc là, j'ai pas l'impression... et je trouve que ce tarot est très ambiance... pacifique, la paix, l'harmonie. C'est ce que j'ai constaté en regardant toutes les cartes. D'ailleurs, tu verras tout à l'heure, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on est dans un conflit qui est réglé là. Tout est ordonné. Les bâtons sont rangés sur un pater là, tu vois. Et il y a le nœud, il y a des nœuds. Donc, un peu une carte de... Allez, c'est la fin des conflits. On range nos armes et on s'unifie, quoi. On s'unifie tous sur une même ligne, une même lignée. Le 6 de bâton. Là, c'est super parce qu'on a des instruments de musique. Donc, il y a la fête, tous ces rubans. On fait la fête pour fêter. Alors, il faut savoir que j'ai pris des notes, mais je ne les lis pas, finalement. Tu vois, les idées me viennent comme ça. C'est un tarot de Marseille qui est plus illustré que les tarots de Marseille classiques. Et en fait, c'est le premier qui va illustrer des mineurs. Qui va illustrer vraiment des mineurs avant Pamela Coleman Smith qui va en faire carrément des scènes. Tu vois. Donc là, on a, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'expérience, la vie quotidienne. Donc on a la musique, on va fêter, on prépare les ornements et tout. Tu sais, ça me fait penser en Inde, de mon côté indien en fait, il y a une danse qu'on danse avec des bâtons. Et en fait, on se met en rang et on se croise et on tape les bâtons à gauche, à droite dans une espèce d'harmonie et on les synchronne tous ensemble et ça fait une espèce de ballet où tout le monde se tape les bâtons comme ça au rythme de la musique et on tourne en rond, on tourne sur nous-mêmes, on fait, tu sais, ça ressemble un petit peu aux danses, aux danses de salon, voilà, mais avec des bâtons. Et ça me fait penser un peu à ça, cette carte. On va danser, on va fêter, on va festoyer avec de la musique et tout. Le 7 de bâton,
j'avais noté ce que ça voulait dire, ce set de bâtons. Euh, Comme d'un seul tronc naissent différents rameaux. Comme d'un seul tronc naissent différents rameaux, et tu vois, on a plusieurs. On a un sceptre de roi, là, on a des sceptres royaux, on a des bâtons de bois de paysans, des sceptres euh, du clergé, tu vois. Là, on a un truc d'un bourreau. Et en fait, d'une seule branche, c'est ça que j'avais dit. D'un seul tronc naissent différents rameaux. Donc là, on est dans une paix, une réunification. Et on revient à ce contexte de la réunification de l'Italie. Les bâtons, le set de bâtons, on a le 8 de bâtons, par contre, pardon, on a la récolte, on a les paysans, enfin, c'est la vie de l'Italie, hein, la vie bourgeoise et paysanne et commerciale de l'Italie, on va voir. C'est la vie de l'homme, hein, tout simplement. Donc là, on a récolté du bon grain, des bons fruits. 9 de bâton, on a une orque. Comment ça s'appelle? J'avais noté. Une orque. Ici, j'écrivais bien. J'écris comme une merde. Là, j'arrive pas à me relire. Une orgue pas portative. Mais en fait, c'est un instrument qui se porte dans la main, tu vois, avec des touches et qui fait de la musique. Donc, dulce uditum. Là, c'est écrit en latin. J'en perds mon latin. C'est écrit en latin et ça veut dire douce, doux à entendre. Doux à entendre. Donc, on n'est pas dans la notion du 9 de bâton classique. Hein. Voilà. Là, on est dans une douceur de la musique. La musique adoucit les mœurs. Tu vois, c'est... Et le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on a l'équilibre de la nature. Les crapauds, les escargots, les coccinelles. Ça fait penser, tu sais, au comment ça s'appelle, qu'on met dans les jardins là pour faire grimper les plantes. Voilà. C'est la nature qui revient, la nature triomphante. Le page de bâton, c'est un petit garçon avec son chien qui est dans son jardin et qui s'amuse. Voilà, il découvre la vie, il découvre... Le cavalier, on a un fou. Le fou, donc il est un peu dans sa liberté. Le cavalier, il fait un peu ce qu'il veut là. Hein. Il va dans tous les sens. Il a des cloches. Donc imagine quand il avance avec son cheval, quel boucan il doit faire avec ses cloches partout. La reine de bâton, on a une bergère. J'accélère. Ça fait 43 minutes que je parle. On a une bergère avec son mouton qui a l'air très heureux. Elle est pieds nus et tout, notre reine. Elle est très proche de la nature, la reine de bâton. Et notre roi de bâton, qui est ce bâton-là, avec la main dessus, c'est la justice royale, le pouvoir qui ordonne et qui protège. Voilà ce que j'ai pris comme note. Donc c'est un roi très protecteur, très sage, qui est vieux, qui se tient avec un bâton, mais il est plein de bonté, ce roi. Et c'est un jeu très pacifiste, c'est un jeu très doux. Alors, on arrive aux as de coupe, et bon, l'as de coupe, on a un enfant avec son animal de compagnie. Ils partagent des fruits ensemble, donc on a vraiment l'amour. Tu vois, il regarde avec amour son animal.
le 2 de bâton. Donc là, Giovanni Vaqueta, peintre, qui a fait à Turin, qui a fait ce jeu à Turin en l'an 1893. Donc on a de beaux récipients orientaux, d'inspiration orientale, d'inspiration chinoise, asiatique, je sais pas, avec une grappe de raisin. Donc on est vraiment dans le partage des bonnes choses là. Le 3 de coupe, on a ce petit ange avec la musique, donc on se prépare à festoyer. Il y a beaucoup cette notion de fête avec ces rubans qui volent partout. Il est vraiment très très positif ce jeu. Le 4 de coupe, bon, si je continue à expliquer chaque carte, on n'a pas fini. Le 5 de coupe, ah, j'ai pas traduit ça, j'avais pas vu, tu vois. On a un R là. Ça existait à l'époque non. On a le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, il est intéressant parce qu'on a, la mangouste et on a l'aigle. L'aigle représente la hauteur, représente la vision de haut, représente l'air, alors que la mangouste représente la terre, représente la ruse. C'est vraiment un animal qui vit sur terre, quoi, pas dans les airs. Bref. Et en fait, on a ici l'alliance stratégique et la force stratégique. Donc on est toujours dans ce contexte de réunification de l'Italie où on allie stratégie, hauteur et ruse pour pouvoir être puissant et partager. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. 7 de coupe, un très beau 7 de coupe. Tu vois que les 2 coupes en bas ne sont pas distribuées par la fontaine qui est au-dessus. Tu vois la beauté des illustrations, très décoratif comme ça. 9 de coupe, non 8 de coupe, pardon, avec cette rose en épine, à épines, 2 roses avec plein d'épines. 9 de coupe, 10 de coupe, je passe vite. On a toujours notre jeune homme en page. Et c'est marrant parce que comme je t'ai dit, on est vraiment dans un... Tu sais, c'est comme si on arrivait dans un château et on te présentait des choses à boire, des mets à manger. Vas-y, on va faire la fête. Ici, c'est bien, on mange bien, on accueille bien, on rigole, on danse, on chante. Lui, il a l'air très joyeux, il a les yeux rouges, il est pas, tu sais, il tend la coupe en disant Chin, on va fêter quelque chose. Elle te propose de la bonne chair avec du bon pain. Pardon pour la mise au point. Voilà, bienvenue chez moi. Ici, on t'accueille et fais comme chez toi, mais pas trop parce que tu es chez moi. Et le roi de coupe qui est complètement enivré, qui chante, on dirait qu'il chante et qu'il a la couronne un peu tordue sur la tête, là, il est drôle. On arrive à l'as d'épée. Alors l'as d'épée, et ça je te dis qu'on est vraiment dans un contexte de paix, parce que là sur l'as d'épée, c'est marqué, j'ai marqué quelque part, j'aime la guerre, je porte la paix. Donc on fait la guerre pour avoir la paix, en gros. Mais il y a une chose très étrange que j'ai remarqué sur ces épées. Déjà, on a des épées dans des fourreaux qui sont très bien décorés comme ça. Donc en fait, on n'est pas en train de déclarer la guerre là. On a rangé les armes dans les fourreaux. Et toutes les épées ont la tête en bas. Tu vas voir.
Là, on a encore des épées dans des fourreaux, la tête en bas. Et là, tu vois, c'est marrant parce que là, c'est marqué Giovanni Vacchetta, sculpteur. Tout à l'heure, c'était marqué peintre. Et dans un autre, c'est marqué, dans un autre 2, notre carte 2, numérotée 2, il y a marqué dessinateur et peintre, je sais plus. Mais tu vois, on a des cartes de tarot. Là, c'est intéressant. On a la carte du 6 de denier. Le 6 de denier, on a vu ce que c'était. Non, on n'a pas vu encore. Donc ouais, on a les armes dans les fourreaux, quoi. Donc là, on fait la paix, hein. Là, tu vois, on dépose le casque avec le 4 d'épée, on dépose le bouclier. On enlève ces armes. 5 d'épée. Encore une fois, on a fini la guerre, là. On dirait un casque de Gaulois. On a fini la guerre et voilà, on a déposé les armes, on les a suspendues et toujours l'épée en direction du sol. 6 d'épée, la victoire avec la couronne de laurier. 7 d'épée, on a des sabres, on a plusieurs types d'épées, lances, on a des armes, on a des lames tranchantes, on en a 7 du milieu là, avec le lion qui tient dans sa gueule l'épée qui est suspendue. Et ce qui montre que c'est l'arme la plus forte, qui dit on a de la force, mais en même temps, on a de la force, mais paisible, enfin, dans la paix en fait. On est là, on a marre de se battre. Hein. Unifions-nous avec toutes nos armes. Les différentes armes pourraient être les différentes armes de différents états de l'Italie. Hein. Comme on a vu tout à l'heure avec le 6 de bâton, on avait différents corps sociétal, clergé, bourgeoisie et tout, qui avaient unifié leur bâton. Là, c'est pareil avec les épées. Tu vois, elles sont toutes attachées entre elles avec des beaux nœuds. Limite, on dépose nos armes et on en fait de la décoration. Autant en faire quelque chose avec nos armes. Hein. On va décorer nos murs avec. Là, on a le 9 d'épée qui me fait penser à la trahison. Donc en fait, on s'unit tous contre un ennemi commun. Tout ça, tout ce que je te raconte, c'est mon interprétation à moi, hein, bien sûr. Le 10 d'épée. Chevalier. Le bâche d'épée. Pareil, on voit qu'il y a une représentation là. Ou peut-être qu'il est ordonné chevalier. On a le chevalier d'épée là qui tient son épée. Hein. Très tranchante, attention. Mais toujours avec l'épée, la tête en bas. La reine d'épée qui doit sûrement avoir la tête du cadavre là dans son sac. On est sur tu vois, ce sont des tentes. On est peut-être sur un champ de bataille là. Le roi d'épée avec son beau bouclier, avec son armure. Pareil, hein, il baisse les armes. Et ensuite les deniers. Alors les deniers, c'est intéressant parce que, alors je l'ai lu quelque part, ça j'ai pas... tu fouilles un peu sur Google, il y a une personne qui a écrit un blog sur ce tarot-là. Bon, j'ai pas tout repris parce qu'il y a certaines choses qui ne me parlent pas. Il dit que Giovanni Vacchetta a redessiné les pièces des différents empereurs
mais dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire du premier au dernier empereur romain. Je ne l'ai pas vérifié ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, apparemment, ce serait la tête de Mercure. Pourquoi Mercure? Parce qu'en fait, là, c'est pas une pièce ancienne, ça, c'est le timbre fiscal que devaient payer les fabricants de cartes pour chaque jeu de cartes, qui était de 50 centimes. Et c'est le timbre fiscal là qu'il a redessiné. C'est marrant. 2 de denier. Donc, on a, tu lis, hein, Claudius César Auguste. Ça, c'est Auguste. Hein. Auguste, ça veut dire empereur. 3 de denier. Donc, on a ce bouclier là. Est-ce qu'on l'a sur le... C'est pas un bouclier, c'est une espèce de d'ardoise. D'ardoise vierge. Tu vois, là. Là. On les retrouve dans toutes les cartes, ces objets-là. Là, on a le 4 de denier, avec toujours la notion de festivité, hein, d'équilibre. Ce sont sûrement des empereurs qui ont fait du bien à la nation et qui ont bien traité leur peuple. Et le peuple était heureux. On a un petit là, le 5 de denier. Donc, c'est intéressant parce que ça montre vraiment, comme je te disais, dans le cadre d'un tarot civilisationnel et d'un tarot qui parle de la réunification de l'Italie, on parle là des fondations de l'Italie et de l'histoire de l'Italie et de montrer que vraiment on peut se poser sur des bases solides et sur un héritage solide, une histoire solide. Tu vois, on a ce truc-là dont je te parlais. Tellement de choses à dire sur les cartes, tellement de choses à explorer. Et là, tu vois, on a ces deux pièces-là qui ont été gravées sur l'écriteau. Là, on a un squelette de taureau. Taureau Turin ou taureau Vaqueta. On a toujours ce truc là qui est en négatif là. Un bouclier. Et là, c'est peut-être une pancarte pour marquer le nom du prochain président, empereur ou que sais-je en Italie. C'est quoi en Italie? Ce sont pas des chanceliers, je sais plus. Ah oui, parce qu'en Italie, après, bon, il y a eu une histoire fasciste d'Italie, là, histoire fâcheuse. Je ne sais pas s'il a commencé à connaître cette histoire-là, parce qu'en 1940, à creuser. Mais bon, ce tarot est antérieur à 1940, quoi qu'il en soit. « 10 de denier. Avec ce page de denier, on a cette notion de stratégie de jeu. Et on a Titus. Alors, ce serait intéressant de voir ce que Titus a fait. Et quel est le rapport avec ces deux jeunes garçons qui jouent aux cartes. Où il abdique. Et il rend son jeu. Le chevalier de denier qui... J'aime bien la tête du cheval, regarde. Il est mignon. C'est qui, lui? J'arrive pas à lire. Dans la pièce, hein, je veux dire.
la reine. La reine, alors là, la reine, je regarde son denier, c'est un denier neutre. Il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de plastron, il n'y a pas de figure dans le plastron, n'importe quoi. Il n'y a pas de figure sur son denier. Elle montre une pièce ornementale, ornementée. Et elle est en train de tisser. Et enfin, le roi de denier qui est pareil, un sablier, maître du temps. Fait penser à Saturne. Et on a un homme de la religion juive. Alors, j'ai lu qu'il avait ça, qui est un signe qu'il est juif. Dans l'époque, à cette époque-là, en Europe, ils avaient cet écusson-là, apparemment, sur leurs vêtements. Et il a une coiffe orientale. Hein. Il a une coiffe orientale. Et il est en train de graver des sous. Ça me fait penser aux juifs qui étaient les banquiers de cette époque, qui étaient les usuriers de cette époque. Et là, est-ce qu'on l'a pas chopé en train de fabriquer de l'argent Voilà, c'est très caricatural pour le coup. Je ne sais pas quoi en penser de cette, avec ce coffre-là. Je ne sais pas quoi en penser de cette illustration. Voilà, voilà. Écoute, j'ai fait le tour. Je suis désolée, la présentation était très très longue. 1 heure. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce jeu qui me plaît énormément, énormément. Alors moi, comment je vais l'utiliser? J'ai l'intention de lui donner mon propre protocole à ce jeu, pour le coup. Et clin d'œil à Blue qui me regarde, et c'est Blue qui m'a donné l'idée, et je me suis dit que ce tarot est idéal pour faire cet exercice-là. Bon, on connaît les significations des arcades majeures, mais pour les arcades mineures, là, on peut s'amuser un petit peu. On peut s'amuser un petit peu et y voir ses propres significations avec les illustrations. On peut l'utiliser comme un oracle. Avec les illustrations, avec la numérologie comme le Marseille. Enfin, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de toute façon, le tarot n'est pas venu avec un mode d'emploi. Le mode d'emploi a été écrit que par Arthur. Le premier qui a écrit un mode d'emploi, c'est Arthur Edward Waite, avec le jeu qu'a créé Pamela Coleman Smith. Mais avant ça, en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est les utilisateurs qui ont créé un système derrière et qui ont réfléchi à un système. Et donc, pourquoi pas réfléchir à son propre système tout en restant un petit peu dans le contexte dont je t'ai parlé, historique, politique et artistique de cette époque-là. Donc, l'utiliser comme un tarot divinatoire, je sais pas, l'utiliser comme un tarot... parce qu'en fait, il y a plein de scènes de vie et il y a beaucoup de morale à en tirer, de leçons et de morale à en tirer de chaque carte. Donc, peut-être un tarot pour l'utiliser comme miroir de sa morale. Un tarot psychologique, un tarot comme miroir de la conscience, j'en sais rien. En tout cas, il y aurait plein de manières de l'utiliser. Moi, je ne sais pas comment encore je vais l'utiliser. J'ai déjà tiré quelques cartes avec depuis que je l'ai, en fait, depuis hier. Donc, autant te dire que je n'ai pas encore bien cerné comment je vais l'utiliser. Mais en tout cas, ce tarot me parle beaucoup, comme tu peux le constater. Je l'adore.
Et comme je suis dans une année minimaliste en achat de jeux, vraiment, vraiment minimaliste, je t'en parlerai à la fin du mois pour te parler de mes jeux et tout ça. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si tu es encore là, je te remercie infiniment. N'oublie pas de me lâcher un pouce, un commentaire, me dire si tu as aimé ce jeu. Et puis voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. On a passé un long moment ensemble cette fois-ci. Je te fais des gros bisous. J'ai envie d'enregistrer une autre vidéo cette semaine. Je suis encore en vacances. Encore une semaine de vacances. Quelques jours de vacances. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite. Bye.